L'heure, c'est essentiellement du vert qui nous attend maintenant. Comme promis, nous avons rendez-vous au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Alors il y a plusieurs musées là-bas, celui de l'automobile nous intéresse en particulier pour l'incontournable en 4G. À 2 pas du quartier européen de Bruxelles, le parc du Cinquantenaire est un des rares poumons verts de la capitale belge. Il a été créé en 1880 pour fêter les 50 ans de l'indépendance de la Belgique. Du haut de ses 3 arcades, il offre une vue imprenable sur le quartier historique de la ville. Le long de ses allées vertes, la grande mosquée et une curieuse tour aux allures médiévales. Plus loin, les musées des arts et d'histoire, celui de l'armée et de l'automobile. 30 hectares de foi, de culture, de plaisir et de souffrance. Incontournable parc du Cinquantenaire qui cache une toute autre histoire, celle des prémices d'Internet. Au XXe siècle, ici, 2 visionnaires, Paul Otlet et Henri Lafontaine, vont inventer ce que l'on considère aujourd'hui comme l'ancêtre du web. L'archiviste Stéphanie Manfroy nous dévoile l'un des projets les plus ambitieux du XXe siècle. Paul Otlet et Henri Lafontaine sont 2 avocats bruxellois qui sont issus de la haute bourgeoisie et qui désirent en fait créer une société nouvelle à partir d'un concept assez simple qui est celui de créer la paix à travers la connaissance. Donc à partir de 1890, Paul Otlet et Henri Lafontaine, lorsqu'ils se rencontrent, imaginent de créer en fait un système, une méthodologie, un outil. Cet outil, c'est la classification décimale universelle. Un système de classement qui s'apparente à un moteur de recherche. Donc la classification décimale universelle, c'est donc une méthodologie qui permet de catégoriser l'information, de la référencer pour pouvoir la retrouver dans un fichier important. Et donc on la référence à partir d'un chiffre, parce que le chiffre, c'est ce qui est universel, ce qui est vraiment utilisé par tous. Donc en fait, ça permet de classer les références de livres dans un répertoire et donc de pouvoir chercher quel sujet est couvert par tel livre et donc de savoir ce qui existe ou ce qui a été publié dans le monde. Grâce à lui, les 2 hommes nourrissent l'ambition folle de référencer tous les ouvrages publiés dans le monde depuis l'invention de l'imprimerie. En 1910, en marge de l'exposition universelle qui a eu lieu à Bruxelles, l'État belge va donner aux 2 hommes un lieu à la mesure de leur projet. Ce sera l'une des immenses halles d'exposition du parc du Cinquantenaire, aujourd'hui devenu musée de l'automobile. Ils vont y créer un musée international de la connaissance. En 1910, en créant le musée mondial, l'idée est d'entrer dans la connaissance et de pouvoir parcourir différentes salles qui sont thématiques ou qui sont géographiques et de comprendre un peu chaque pays ou chaque thème avec précision, avec l'aide de schémas, avec l'aide de panneaux, de tableaux qui sont présentés. Et donc c'est tout nouveau parce que c'est vraiment pas un musée d'art, c'est un musée de connaissances. Ce musée se visite à la manière d'une navigation de site web en site web. Les salles, organisées par thème, permettent de découvrir les moyens de communication modernes, les progrès de l'aviation ou le féminisme. Après la Première Guerre mondiale, ce centre devient un centre intellectuel international. Lieu de tous les progressismes, le Palais mondial va aussi héberger le grand œuvre de Paul Otlet. Ici, l'homme qui veut classer le monde va réunir les équipes chargées de répertorier l'ensemble des ouvrages connus et créer un véritable Wikipédia de papier. Alors dans ce répertoire, on va retrouver à peu près 16 millions de fiches. Il concentre des références de livres et grâce à ça, on peut adresser des demandes à l'institution et donc de questionner le contenu même du répertoire et savoir ce qui a été publié par tel auteur, savoir ce qui a été publié sur tel sujet. Donc le répertoire bibliographique universel est surnommé Google de papier parce qu'il permettait d'avoir des informations de manière assez virtuelle à partir d'un répertoire qui est centralisé dans un endroit avec des informations qui viennent de partout. Après le moteur de recherche, Paul Otlet va même imaginer le principe de l'ordinateur. Paul Otlet a donc imaginé une Mundothèque. C'est un instrument un peu particulier, c'est une table de travail dans laquelle on va retrouver tous les accessoires, tous les outils qu'on retrouve nous sur un ordinateur. Et donc dans cette table de travail, on pouvait voir des documents à travers des écrans ou l'imaginer. Donc vraiment là, c'est l'avenir du livre, le livre de demain
tel qu'il l'imagine dans toute sa splendeur, dans toute sa technologie, alors que rien n'existe à ce moment-là. Et donc c'est ça qui a fait aussi que Paul Hotelet a été vu non pas comme un visionnaire, mais plutôt comme un fou, parce qu'on ne comprenait pas à quoi il faisait référence. Dans les années 30, la montée du nationalisme va mettre fin à l'utopie de Paul Hotelet. La course à la guerre qui est en train de se faire va à l'encontre des idées mêmes qu'il défend, lui, Paul Hotelet, mais aussi son acolyte Henri Lafontaine, lauréat du prix Nobel de la paix en 1913. Et donc c'est difficile, ce sont des temps durs pour les pacifistes tels qu'ils sont. Le Palais mondial ferme ses portes en 1934. Ses collections vont tomber peu à peu dans l'oubli. Ce n'est qu'en 1998 qu'un musée retraçant cette histoire verra le jour à Mons, à une 60aine de kilomètres de Bruxelles. Quand vous vous promènerez dans le parc du Cinquantenaire, vous vous rappellerez peut-être qu'ici, deux hommes épris de paix et de savoir ont posé il y a plus d'un siècle les bases de la société de l'information, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et voilà, c'est ainsi que se termine Invitation Voyage. Rendez-vous lundi pour 3 nouvelles escapades. Mais pour les plus gourmands ou pour les plus impatients, vous pouvez vous offrir d'autres voyages en replay sur Arte+7. Bis bald!